Bonjour, bienvenue dans Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler données de l'entreprise, comment se prémunir contre les risques internes. On parlera également digitalisation des processus juridiques en entreprise et enfin on abordera la question de l'intelligence juridique. Et pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Cely, Managing Director chez FTI Consulting. Il est en charge des technologies et on va parler ensemble comment se prémunir contre les risques internes en matière de technologie. Bonjour Thomas. Bonjour Arnaud. Alors tout d'abord, un constat dans cette période qui est singulière, comment se prémunir contre les risques internes en matière de technologie? Alors effectivement, on a fait un constat en menant une étude qui s'appelle le baromètre résilience de FTI Consulting qui est disponible sur le site ftirésiliencebarometer.com qui fait ressortir en fait différentes choses et notamment le risque des fuites de données sensibles de l'entreprise. Pour vous donner comme quelques chiffres, on se rend compte que la fuite de données sensibles pour les entreprises représente une préoccupation principale. C'est ce que confirment donc 70% des répondants à l'étude et environ un quart des entreprises françaises ont subi une perte de données sensibles au cours des 12 derniers mois. Donc c'est assez significatif. C'est significatif. Alors ça peut être des données clients, patients, des données donc de sous-traitants, etc. Mais c'est effectivement assez conséquent. On parle beaucoup des risques qui viennent de groupes de hackers, etc. Il ne faut pas oublier que la menace interne, entre guillemets, reste un risque donc, très important. Et ce baromètre confirme cette tendance puisque 59% des entreprises françaises, effectivement, reconnaissent que le niveau de menace donc, lié à l'interne est une menace qui grandit, notamment avec le contexte de crise que nous vivons actuellement. Donc ce baromètre, juste pour préciser un peu le contour, donc, porte sur environ 2200 répondants faisant partie d'entreprises de pays venant du G20. Donc ça donne une bonne vision un peu en oui. termes de constat en la matière. Oui. Alors quels sont les risques auxquels sont exposées les entreprises en la matière? Alors, on parle de quoi là? On parle effectivement d'employés qui concrètement vont aller prendre de l'information sensible, des bases de données clients, des informations RH sur la paye de salariés, de cadres, etc. Ou des informations tarifaires commerciales pour aller chez un concurrent ou éventuellement monter leur business concurrent. Donc le risque, il est de trois ordres. Le premier, c'est effectivement un risque opérationnel, business, financier. Des entreprises peuvent totalement être déstabilisées parce que toute leur base client est siphonnée. Le deuxième risque, c'est le risque juridique réglementaire. Et là, on parle de données notamment personnelles qui peuvent donc conduire à des sanctions de la part de la CNIL, par exemple, et également des risques de réputation, puisqu'aujourd'hui, dans un monde de communication, tout revient finalement à la réputation des entreprises. Et donc voilà, donc un cumul de ces trois niveaux de risque. Au niveau des risques, effectivement, alors ce n'est pas un risque qui est nouveau, c'est un risque qui existait déjà dans le passé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le mouvement vers le travail à domicile lié donc à la Covid-19, ainsi que tous les moyens de communication qui sont liés, qui ont été donc de manière très intense utilisés pendant cette phase-là, que ce soit du WhatsApp, Slack, Zoom, etc., ont conduit, ont accéléré encore ces risques. Quelles sont les bonnes pratiques que vous recommandez? Alors, en termes de bonnes pratiques, il convient de distinguer en deux parties. Être résilient, tout d'abord, c'est anticiper, c'est se préparer à ces risques. Comment peut-on s'y préparer? Exactement. Alors, concrètement, il s'agit donc d'avoir ce qu'on appelle une bonne gouvernance de l'information. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'information, finalement, on la traite comme un actif stratégique de l'entreprise et on met en place des contrôles, des indicateurs, des rôles, des process en place pour justement la traiter, la sauvegarder. Quelques points très pratiques. Comment on fait pour avoir une bonne gouvernance de l'information? Il faut répondre à des questions qui sont clés, comme à quelles informations ont accès les salariés, où et comment ces informations sont stockées, ou alors effectivement comment l'information est protégée. Et là, effectivement, ça va dérouler toute une série d'actions qui peuvent être le fait de faire des inventaires, classifier l'information,
mettre en place des outils pour chiffrer, anonymiser l'information, etc. La deuxième partie, effectivement, en termes de best practice, c'est comment effectivement réagir dès qu'il y a un soupçon ou dès qu'il y a une atteinte avérée. Parce qu'effectivement, être résilient, c'est également être capable d'agir très rapidement et de s'adapter à la situation. Et là, le premier conseil qu'on peut donner aux entreprises, c'est déjà de vérifier les règles applicables, le périmètre effectivement qui est concerné, de quel employé on parle. Est-ce que c'est un employé qui est protégé? Est-ce que c'est un employé qui est censé avoir accès à des informations sensibles, telles que des informations RH, etc. Et ensuite, mettre en place très rapidement des mécanismes qui peuvent être des mécanismes de préservation des données, tels que ce qu'on appelle le legal hold, donc sur les messageries électroniques, qui permet de figer en fait l'information et éviter que les preuves puissent ensuite être détruites. Les autres aspects ensuite qu'on préconise, c'est bien entendu de travailler en équipe, en interne avec les personnes concernées. Donc il va y avoir le service RH, le service juridique, éventuellement compliance, IT, etc. Et puis avec des conseils externes que sont les avocats, les consultants forensiques, pour justement, par rapport à la situation, trouver le bon équilibre entre informer le salarié, mais également éviter que les preuves soient détruites. En termes d'actions concrètes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez, par exemple, vouloir verrouiller les accès à la messagerie, au serveur. Vous allez vouloir vous assurer que tout le matériel, tout l'équipement informatique soit restitué en temps et en heure rapidement pour pouvoir justement préserver les preuves qui sont dessus. Vous allez vouloir préserver les logs serveurs pour ensuite pouvoir analyser les accès, les horaires d'accès, à quel type d'informations le salarié a accédé, etc. Donc toute une série d'actions très concrètes que vous allez pouvoir mener après avoir défini donc, la bonne approche avec les consultants et les conseils internes et externes de l'entreprise. Thomas Selly, merci pour cet éclairage. Merci à vous. On continue ce Lex Inside et on va parler digitalisation des processus juridiques en entreprise. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Grux, CEO d'Hyperlex. Alexandre, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce qu'Hyperlex? Alors, l'avantage chez Lex Inside, c'est que je ne vais pas avoir besoin d'expliquer à quel point les processus contractuels en entreprise peuvent être longs, complexes et engageants en termes de coûts et de risques pour tous les collaborateurs. La mission chez Hyperlex, justement, c'est que ces processus soient plus simples, plus rapides et mieux maîtrisés. Et donc, concrètement, comment ça se passe? Voilà, on va présenter toute une solution clé en main qui va permettre de gérer le cycle vie du contrat, donc de sa rédaction. Par exemple, on va permettre d'automatiser les modèles de contrat, la validation, la négociation. On va pouvoir personnaliser les circuits de validation en fonction des caractéristiques du contrat, par exemple, et le suivi dans le temps de ces contrats avec des rappels sur des échéances, des jalons clés du contrat. Alors peut-être j'en profite aussi pour mettre l'accent sur deux forces majeures d'Hyperlex. C'est l'intelligence artificielle, on a beaucoup parlé de nous autour de ce thème. Et pendant la pandémie, typiquement, les équipes juridiques ont dû aller chercher des informations très précises dans leurs contrats, sur les clauses de force majeure, les pénalités. Elles ont perdu énormément de temps à analyser des milliers de contrats. Justement, avec notre solution, ces choses sont extrêmement simplifiées. C'est un simple moteur de recherche, mais tout est déjà pré-identifié par l'intelligence artificielle. Comment est-ce possible? Alors, c'est des technos dont dit de machine learning, hein, c'est-à-dire qu'on a appris, l'intelligence artificielle a appris à identifier ces clauses. Et nous, notre travail, justement, c'est d'anticiper un petit peu ces risques pour que l'IA soit prête à identifier ces éléments-là quand les équipes juridiques vont en avoir besoin. Alors, vous parlez des équipes juridiques. Comment accompagnez-vous les directions juridiques? Alors, je crois que le point qui est assez important, c'est on parle d'outils, nous on est un éditeur logiciel, mais les processus contractuels sont extrêmement transverses, ils impliquent beaucoup d'équipes, et en fait on ne peut pas se contenter de fournir un outil. On est obligé d'accompagner les équipes justement dans la transformation de leurs processus internes qui peuvent être à ajuster par exemple en fonction des équipes, des organisations. Et puis par ailleurs, souvent, ces outils sont le premier équipement d'une direction juridique, premier outil, donc il y a un petit peu d'appréhension. Et il faut aussi accompagner les équipes justement en formation, en réassurance, vis-à-vis des autres équipes aussi, pour que justement leur permettre que ce soit un vrai succès.
Alors, à l'occasion de cette crise, tout le monde s'est mis un peu au digital. Est-ce que vous avez constaté une accélération au niveau des processus juridiques en termes de digitalisation, justement? Oui, très clairement. Alors, ce qu'on a observé, c'est premier confinement, le gel de l'activité de quand même pas mal de processus contractuels, donc de nos clients. En revanche, deuxième confinement, on a vu que les équipes avaient vraiment fait de vrais efforts pour que l'activité reprenne, l'activité continue. Et ça s'est observé par notamment de l'équipement en signature électronique et dans des outils comme Hyperlex qui vont justement permettre de fluidifier ces processus contractuels, quel que soit l'endroit où se situent les équipes. Donc clairement, chez Hyperlex, ça se traduit simplement par plus 60% de notre résultat au dernier trimestre 2020. Ça se continue en 2021. Donc, très significatif. Très significatif, avec de belles marques aussi qui nous rejoignent, comme Société Générale, Crédit Mutuel Arkea, Leroy Merlin. Donc en plus des grands groupes qui s'engagent sur ces premiers équipements d'outils. Donc plutôt une bonne année 2020, un bon début 2021. Quelles sont les perspectives de développement pour Hyperlex? Alors, chez Hyperlex, on est notamment, toutes les équipes sont hyper fières d'être déjà en hyper croissance. Concrètement, c'est 8000 utilisateurs Hyperlex dans 20 pays et on est utilisé dans 8 langues. Donc c'est déjà une belle aventure à ce stade. Un développement international. Voilà, et ça va se traduire par un développement continué de l'internationalisation de notre offre, mais aussi le recrutement de 13 nouvelles personnes cette année qui ont été annoncées justement pour les équipes R&D pour continuer à développer notre offre, notamment sur les sujets de rédaction de contrats, négociation, qui sont actuellement dans ce contexte vraiment un des goulots d'étranglement, goulots d'efficacité des équipes. Alexandre, merci d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Vous êtes toujours dans Lex Inside, dans votre émission, et on va continuer en parlant d'intelligence juridique. Qu'est-ce que l'intelligence juridique? Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Chapuis, directrice du programme d'intelligence juridique à l'École de guerre économique et également fondatrice de Lex Colibri. Bonjour Véronique. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que l'intelligence juridique? L'intelligence juridique, en 2 mots, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un moyen de montrer que le droit est devenu une arme de guerre économique, mais aussi, et ça c'est plus négligé, un créateur de valeur. La vision traditionnelle du droit qui est une épée ou un bouclier est en train d'être dépassée pour montrer que le droit est aussi un levier. Alors concrètement, l'intelligence juridique, ça va être quoi? Ça va être capter l'information décisive. Et une information qui est à la fois juridico-stratégique, donc avec un impact stratégique, l'information juridique, mais aussi une information stratégico-juridique, c'est-à-dire une actualité, comme par exemple l'incendie d'OVH, sur le droit. Quel enseignement, qu'est-ce qu'on va aller décoder? Deuxièmement, on va aller décrypter les rapports de force et les stratégies d'influence par le droit. L'extraterritorialité est le premier exemple, mais un deuxième exemple, ça va être la progression du numérique et l'ensemble de la captation des données que cela induit. Troisièmement, on va aller chercher à influencer, donc sortir de la fabrique du droit classique, sortir de tout ce qui est création de la jurisprudence pour créer un dialogue intégré avec les décideurs et faire en sorte que le droit soit vraiment pris en compte en amont, dans la conception des projets, des stratégies et des systèmes. Et dernier point, l'intelligence juridique va aller booster l'innovation. Comment on va booster l'innovation? Sur 3 champs. Les stratégies juridiques, il faut en créer de nouvelles, surtout avec ce monde numérique qui se déploie de manière importante. Mais on va aller également créer des legal tech et au-delà des legal tech, des tech. Parce que l'on soit un État, une administration ou une entreprise, le droit est partout. Et il faut une gestion de la data, la legal data doit être gérée sur un champ large. Donc l'innovation, c'est aussi par exemple les ICO, ce qu'a produit l'AMF avec son label d'attractivité, créé notamment par Anne Maréchal, qui a fait partie du groupe projet, et pour justement attirer... Alors comment justement les juristes doivent-ils appréhender l'intelligence juridique? Eh bien d'abord, je crois qu'il faut changer un peu de paradigme, avoir une nouvelle posture. L'intelligence juridique, c'est une opportunité formidable, il faut la saisir. Ça va permettre aux juristes de sortir de l'entre-soi, de sortir de la technicité,
d'être, je dirais, d'acquérir une légitimité d'abord collective. On va être mieux entendu, mieux écouté. Et cette légitimité collective, en montrant les atouts du droit et l'intérêt de le prendre en compte en amont, va induire une légitimité individuelle qui va faciliter le travail des juristes au sens large. On parle de tout métier confondu. Pour l'appréhender, je pense que les juristes doivent apprendre à penser autrement. On a appris à décoder le droit, on a été très bien formés. C'est possible ça, de penser autrement, parce qu'on sait que les juristes sont assez formatés en général. C'est vrai, mais justement, c'est tout l'avantage de l'intelligence juridique, c'est de créer cette dynamique pour créer un dialogue intermétier, pour arriver à aller au-delà, à aller regarder derrière le moteur. J'aurai 2 exemples. Dans les contrats, on voit traditionnellement des clauses de transfert. On peut transférer tout ou partie des droits et obligations à toute filiale. Mais sur un plan d'intelligence économique, finalement, c'est un danger. On peut se retrouver avec un concurrent dans un pays où on ne veut pas aller, ou alors carrément avec un enjeu de conformité majeur. Un autre exemple, qui serait un exemple plus macro, on va être sur le problème des cookies. L'intelligence juridique va aller regarder au-delà. C'est-à-dire qu'on ne sera plus simplement sur la conformité au RGPD, on va regarder le danger d'avoir des systèmes de captation de toutes les recherches qui sont faites sur Internet. Pour terminer, existe-t-il des outils d'intelligence juridique ? Oui, alors d'abord on emprunte ceux de l'intelligence économique. Tout ce qui est veille, ce qu'ils appellent l'OSINT, la recherche d'informations en source ouverte. Il n'y a pas de captation en mode James Bond, mais également tout ce qui est prospective, tout ce qui est influence et gestion de crise. Cela, on a 2 actions. Il va falloir les adapter au droit. Ça, c'est très important. La veille juridique va certainement évoluer pour devenir plus médiatique. Souvent, on voit des commentaires médias qui manquent de qualité juridique. Et à l'inverse, on va avoir des commentaires juridiques qui seront trop techniques, donc pas accessibles à nos décideurs, à nos dirigeants. On va aussi aller sur des outils d'intelligence artificielle, de data management. On va travailler sur les techniques rédactionnelles pour faire des grilles de lecture accessibles. Là, justement, on a tout un programme sur ce sujet-là. On va travailler sur des techniques de communication avec la méthode 5I. Donc, voir l'argument pour l'intermétier, l'interculturel, l'intergénérationnel, l'international et l'interpays. Parce que chacun a des éléments de croisement. Et l'intermétier, c'est vraiment la clé. Donc voilà, c'est la manière dont les juristes vont vraiment devoir prendre leur destin en main, devenir des juristes stratèges pour être encore plus qu'un business partner. Ah, on va suivre ça de près, donc l'avenir appartient aux juristes stratèges. C'est tout à fait ça. Merci Véronique d'être passée sur le plateau de Lex Inside. Avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Lex Inside.